Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous, donc bienvenue. On va attaquer cette séquence qui est sur un retour d'expérience sur les matériaux bas carbone, biosourcés et recyclés. Donc vous voyez bien que c'est quand même un sujet qui est extrêmement large. On va adresser ce sujet en fait avec 3 points de vue, 3 angles. Une première intervention qui est celle donc de Guillaume Delannoy du CODEM, qui va présenter en fait le retour d'expérience sur 3 bâtiments utilisant notamment en fait le matériau chanvre. On aura ensuite l'intervention donc de Christelle Englebert, qui travaille au sein de PEA et qui vous présentera de manière un petit peu plus large que ça en fait finalement l'approche autour du cradle to cradle avec en fait l'utilisation ou la mise en œuvre en fait de cette démarche du cradle to cradle dans un projet bâtimentaire, et donc un cas d'usage et un cas concret autour de cette démarche. Et puis Bruno Burger qui viendra lui nous présenter, enfin qui vous présentera puisqu'il est déjà là, une solution développée par Knauf en fait sur la partie Thermasoft Natura, donc qui est un isolant biosourcé. Donc je vais leur laisser la parole. Je vous remercie de les accueillir chaleureusement. On est pour 1 heure ensemble, donc 15 minutes par intervention. Je vous demanderai d'essayer de respecter ce temps-là. On peut, en tout cas d'essayer de rester dans cet ordre de grandeur, ce qui nous permettra d'avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses en fin de parcours. Et puis donc je te donne la parole, Guillaume, si tu veux, pour démarrer. Ça marche. Bonjour à tous. Moi, je vais essayer de condenser un petit peu. Je suis Guillaume Delannoy, je travaille au CODEM. CODEM, c'est un centre technique dédié au développement des écomatériaux pour le bâtiment. On a globalement on existe depuis 15 ans et on a globalement 3 services, études et conseils, où on va faire l'accompagnement autour du développement de ces écomatériaux, études stratégiques, disponibilité de la ressource en biomasse par exemple, toute la partie éco-conception, FDES, ACV bâtiment, l'accompagnement, l'évaluation technique, appui à la maîtrise d'ouvrage, et maîtrise d'œuvre, et puis pas mal d'études spécifiques sur les écomatériaux, notamment matériaux biosourcés. On a un laboratoire R&D qui nous permet d'accompagner le développement aussi de ces produits, donc notamment 2 gros axes, béton mortier enduit, notamment béton biosourcé. Donc vous avez la première image à gauche qui est le premier béton de lin dont les chantiers commencent là cette année. On a accompagné 6 ans de développement. En Haute-France, le béton de colza à côté, sur lequel aussi historiquement le CODEM est positionné. Et on a notamment une ligne de bloc pour faire du changement d'échelle. J'anime aussi le conseil scientifique de construire en chanvre. Sur la partie panneaux isolants, donc on développe pas mal de sujets autour des panneaux sandwich, contre-collés, panneaux de particules. L'image de gauche, par exemple, c'est un petit panneau de sève de vigne pour faire des coffrets de champagne. Et enfin, notre laboratoire d'essai, accrédité par le COFRAC, a une spécialité sur la matière végétale, essai bâtiment, thermique, hydrique notamment, et le contrôle qualité. En très condensé, un petit peu de ce qu'on fait. Je vais vous parler un petit peu du coup de confort d'été et puis de matériaux biosourcés, notamment le béton de chanvre. Donc c'est le petit graphe là qui montre avec un petit schéma les phases de canicule qui se rapprochent fortement ces dernières années. Donc il y a un vrai sujet autour du confort d'été, ça a été le cas, bien expliqué sur la présentation juste avant. À la fois il y a un sujet d'isolation, éviter qu'on perde de l'énergie à climatiser les bâtiments, mais aussi un climat de confort qui sont dans le milieu un peu scientifique, représentés par les petits graphes qui valent ce qu'ils valent, mais qui permettent de poser un peu le lien notamment entre la température, mais aussi l'humidité. On le ressent bien, quand on a chaud et sec, c'est plus agréable que chaud et humide. Donc la réglementation permet d'avancer un petit peu sur ce sujet. Donc il y a dans la RE 2020 le degré d'heure inconfort avec un certain nombre de seuils pour respecter la réglementation. Ça vaut ce que ça vaut à ce stade. Il y a pas forcément, c'est pas forcément toujours extrêmement poussé, mais c'est des premières briques, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas mettre la climatisation comme solution pour baisser ce degré d'heure inconfort. Donc c'est plutôt des solutions passives. Donc, il existe pas mal de solutions qui sont notamment décrites ici par la maison passive, donc l'orientation du bâtiment, la gestion de l'apport solaire, la ventilation, l'étanchéité, le rafraîchissement par végétalisation, mais aussi bien sûr l'isolation
idéalement extérieur des façades. C'est l'axe sur lequel on va discuter maintenant. Alors le béton de chanvre, c'est un matériau un peu particulier, donc on l'appelle béton parce qu'on va mélanger des granulats de chanvre qu'on va appeler chènevote, un liant minéral et de l'eau, mais c'est un matériau qui est pas du tout porteur. Si vous voyez en bas de la slide, la résistance mécanique c'est 0,2 mégapascal, un bloc par pain c'est à 4 et 5 mégapascal. C'est pas un matériau structurel, c'est vraiment un isolant. Donc vous avez un peu cette image-là. Historiquement, c'est une mise en œuvre banchée. Donc historiquement, c'était il y a 30 ans, les premiers bâtiments en béton de chanvre. Aujourd'hui, majoritairement, on va faire de la projection, qui est l'image du milieu. Et plus récemment, on a l'apparition des blocs ou des murs pour avoir plutôt une mise en œuvre à l'état sec du produit. On a des propriétés qui sont assez intéressantes. Donc en termes d'isolation, on a une conductivité thermique qui est à peu près 2 fois plus élevée que ce qu'on va trouver sur le marché de l'isolation, mais des propriétés hygrothermiques, notamment de tampons, gestion de l'humidité et des phénomènes de sorption, désorption de vapeur d'eau qui participent à la régulation thermique du bâtiment. Ça aujourd'hui, c'est pas du tout pris en compte dans les performances, dans les réglementations et dans les bureaux d'études. On a des performances acoustiques et notamment une tenue au feu qui est vraiment extraordinaire, ce qui permet notamment de protéger les bois sur les façades. Donc ça, c'est un atout pour un matériau biosourcé. Et c'est une technique qui est courante, notamment cadrée par les règles professionnelles portées par Construire en Chanvre. Quelques notions clés, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus. L'idée, c'est pas de comparer les matériaux pour comparer et dire que c'est l'un meilleur que l'autre, c'est simplement pour illustrer les phénomènes. Si on compare un béton en haut, un béton de chanvre et un PSE, un polystyrène expansé, qui est un bon isolant d'un point de vue thermique. Donc la conductivité thermique, c'est la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Donc l'idée, c'est que la vague de chaleur arrive sur le matériau et on va en ressortir beaucoup à l'intérieur. Sur un béton, donc on a un lambda qui est un 6. Béton de chanvre, on est à donc 65 milliwatts, donc on va donner un peu de chaleur, mais beaucoup moins qu'un béton. Et le polystyrène, il va là aussi en transmettre beaucoup moins. On entend aussi parler d'inertie thermique. Donc là, c'est plutôt la capacité d'un matériau à stocker la chaleur. Donc là, le béton est très bien. On va stocker beaucoup de chaleur dans le produit. Dans le béton de chanvre, comme il est un peu plus... En fait, on a pour l'inertie, on va regarder la chaleur spécifique massique et la masse volumique. Donc on voit que la chaleur spécifique massique est meilleure pour le béton de chanvre et qu'on a aussi un peu de masse. Donc c'est assez intéressant. Et par contre, le PSE, lui, va stocker très peu de chaleur parce qu'il est très léger et une chaleur spécifique assez moyenne. Et donc on va parler de déphasage thermique, donc vraiment là sur le confort d'été et sur au cours d'une journée la gestion de la température dans le bâtiment. À T0, donc la vague de chaleur arrive à 8-9 heures du matin. Donc on va commencer lorsqu'on va chauffer. Le béton va stocker beaucoup de chaleur. Le béton de chanvre va en stocker aussi. Par contre, le PSE, lui, il va en stocker beaucoup moins. Donc assez vite, il va commencer à transmettre la chaleur dans le bâtiment, même si c'est un flux qui est assez faible. Par contre, à un temps un peu plus long, beaucoup plus long, il fait très chaud dans un bâtiment qui serait 100% béton, parce qu'on va retransmettre très facilement cette chaleur accumulée. Pour le béton de chanvre, on l'a à la fois stocké, donc on a fait tampon, et on en distribue un peu moins. Et le PSE, mine de rien, il le stocke pas, mais il le distribue doucement, mais il le distribue quand même. Donc globalement, sur ces questions de déphasage, le béton de chanvre est extrêmement intéressant. L'idée, en fait, étant de pouvoir stocker la chaleur pendant la journée et pouvoir décharger le matériau la nuit. Donc, je vais vous illustrer 2 bâtiments rapidement sur le béton de chanvre instrumenté. Donc des bâtiments ici en construction ossature bois. Donc c'est un bâtiment qui est pas récent, 2011. Donc toute ossature bois pour la structure et remplissage béton de chanvre, donc 30 cm de béton de chanvre. Donc on n'a rien d'autre que de l'ossature bois, du béton de chanvre et les enduits intérieurs et extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a instrumenté, il a été instrumenté ce bâtiment, à la fois dans la température des pièces, mais aussi dans le matériau. Donc vous avez un capteur à la fois à la surface de l'enduit extérieur, à la surface de l'enduit intérieur, et puis dans le béton de chanvre. Ce qu'il faut juste retenir pour la suite, c'est que 15 cm, c'est au milieu du béton de chanvre, et 25 cm, c'est quasiment c'est derrière l'enduit extérieur. Et donc, on va retrouver ces questions de déphasage et d'amortissement. Donc, l'amortissement, ça va être en fait le gap entre ici la température de surface du mur sur l'enduit et puis la température dans le bâtiment ou dans la paroi. Donc, on voit en rouge, il fait 35 là par exemple à l'extérieur. Sur la surface, on a vu l'enduit, il était rouge. On est monté jusqu'à 60 degrés. Par contre, derrière l'enduit, qui est plutôt la courbe la courbe verte. Juste derrière l'enduit, on a déjà un déphasage, un amortissement, une baisse de la température qui est assez significatif. On est en dessous de 30 degrés.
Si on est là aussi au cœur du matériau, on est un peu au-dessus de 25 degrés. Donc on voit bien que le matériau, il est capable d'absorber cette vague de chaleur. À la fois, on va regarder plutôt sur la partie droite, là, le déphasage. Donc si on va un peu vite, sur l'enduit, qui est le pic de chaleur maximal, et au milieu du béton de chanvre, qui est la courbe violette, on a plus de 10 heures de déphasage. C'est-à-dire que le pic de chaleur au milieu du béton de chanvre, n'est atteint que 10 heures après le pic de chaleur sur l'enduit. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette phase de stockage de chaleur qui va éviter qu'on va chauffer trop rapidement à l'intérieur du bâtiment. On voit d'ailleurs que à l'intérieur du bâtiment, c'est les courbes qui sont ici, qui sont extrêmement plates. Il n'y a pas de variation de température à l'intérieur du bâtiment malgré les vagues de chaleur. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un matériau qui va respecter la perspirance de la paroi et donc qui va aussi gérer l'humidité. Donc, il va avoir ce même phénomène à la fois d'absorber les vagues d'humidité extérieures ou intérieures, mais aussi du coup de respecter ce déphasage, c'est-à-dire que s'il pleut, on va stocker tranquillement dans le matériau et lorsqu'il va arrêter de pleuvoir, on va pouvoir redécharger à l'extérieur. On retrouve le petit graphe que je vous ai montré au tout départ sur les diagrammes de confort. Et donc, dans le cadre de ce bâtiment, quasiment toutes les valeurs rentrent bien dans la zone de confort, à la fois de température et d'humidité. Il y a eu aussi dans ce projet des simulations, notamment avec le logiciel Woofy, qui est assez utilisé, qui permet de regarder la température et l'humidité en dynamique. Donc là, simplement quelques biais du logiciel. Donc c'est les traits pleins, c'est qu'on a du mal à prendre en compte en fait l'ensoleillement, l'impact de l'ensoleillement, puisqu'on monte du coup à 60 degrés en surface de l'enduit. Là, on le retrouve pas, mais globalement le reste est plutôt bien simulé. Ce qu'on voit, c'est que ça minore aussi un petit peu l'effet de déphasage, qui est un peu meilleur dans la réalité que dans la simulation Woofy. Par contre, au niveau de l'humidité, là, le logiciel Woofy à cette époque-là n'était pas capable de prendre en compte ces variations d'humidité et cette absorption du matériau. Dans une étude qui est beaucoup plus récente, c'est une thèse qui a été publiée cette année. Donc là, c'est dans le cadre plutôt de la rénovation, donc un bâti normand, remplissage torchis, donc tout a été démonté en remplissage béton de chanvre, et là aussi instrumentation à différentes phases dans l'épaisseur du matériau et dans les pièces. Sur une période de canicule, alors en Normandie, donc en surface, on a quand même 35-40 degrés. On retrouve ces phénomènes d'amortissement et puis de déphasage allant jusqu'à 8 à 10 heures dès 20 cm de béton de chanvre. Là, en fait, on retrouve aussi, en fonction des différentes heures de la journée, en fonction de l'épaisseur. Donc, à gauche, à 0, en fait, on est à l'intérieur du bâtiment. À 30, on est à l'extérieur. Et on voit qu'en fait, il suffit. On a 20 cm de béton de chanvre permettent d'amortir énormément la température. Là aussi, sur l'humidité relative, on a à peu près les mêmes phénomènes d'amortissement de l'humidité au fur et à mesure du matériau. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'a été regardée plutôt la pression de vapeur plutôt que juste l'humidité. La pression de vapeur, elle va dépendre à la fois de la température et de l'humidité. Et ça permet de comprendre dans quel sens va aller l'humidité. Est-ce qu'elle va rentrer dans le mur? Est-ce qu'elle va y ressortir? Est-ce qu'elle va rentrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Et donc là aussi, en fonction des heures de la journée, on retrouve ces phénomènes de sorption et désorption d'humidité, c'est-à-dire on va charger le matériau à un certain moment de la journée, on va le redécharger à un autre moment. Tout ça aussi pour à la fois qui participe donc à la performance thermique du bâtiment, mais aussi qui permet de faire ce tampon d'humidité, évitant à l'intérieur d'être dans une situation d'inconfort. Là aussi, les simulations ont été faites, donc on voit que notamment avec le logiciel Woofy, ou pas d'ailleurs sur celui-là, mais enfin globalement aussi avec le logiciel Woofy, ce qu'on voit c'est que sur la température, on a une corrélation qui marche là aussi plutôt bien entre l'expérimental à gauche et le numérique à droite. Par contre, sur la pression de vapeur, on a encore des écarts, mais on est plutôt en sécurité par rapport au bureau de contrôle, c'est-à-dire que le côté numérique va un peu surjouer les flux d'humidité, donc on est plutôt dans un cas défavorable par rapport à la réalité, mais on est quand même capable d'apporter un certain nombre d'éléments sur les performances du produit. Donc ça, c'est quand même quelques années plus tard. Donc pour conclure, le béton de chanvre, c'est un matériau multiphysique qui est assez intéressant, mais assez complexe aussi, qui est intéressant parce que du coup, avec un seul produit, on va gérer la thermique, l'humidité, la perspirance des matériaux
notamment en rénovation sur des matériaux avec un peu poreux, type pierre ou briques des années 30. Et donc avec un seul produit, on peut répondre à pas mal de choses, là aussi, et aussi sur les performances feu. On a un fort déphasage, un fort amortissement à la fois en thermique et en humidité, ce qui est aussi assez intéressant. Et il y a un gros travail à faire aujourd'hui c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la filière notamment et au CODEM également, pour essayer de faire prendre en compte l'ensemble des phénomènes qui a lieu à l'intérieur du béton de chanvre, pour rentrer dans les calculs réglementaires et pas simplement rester sur la valeur de R, parce qu'on l'a vu, le lambda, il est quand même un peu plus élevé. Pas de faire un lambda prime, mais de au moins prendre en compte les performances réelles du produit. D'une part pour rentrer dans un certain nombre d'aides pour la rénovation, pour pas avoir à mettre 50 cm de béton de chanvre pour respecter un R assez brut. Donc voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais je serai disponible pour les questions. Merci beaucoup Guillaume, je serai assez rapide aussi dans les transitions pour laisser un maximum de temps aux intervenants et donc à Christelle sur la suite avec l'approche de PEA sur le cradle to cradle et le Rex bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que sur ces matériaux qui sont finalement des matériaux aujourd'hui en développement, qui sont plutôt des matériaux sur lesquels il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore aussi un certain nombre de choses à faire. En tout cas sur les apports en fait de ce matériau, sur la perspirance, sur la gestion de l'humidité, sur le confort d'été, qui sont quand même des sujets compte tenu du réchauffement climatique qui sont déjà et qui vont devenir de plus en plus prégnants, apportent des solutions qui sont intéressantes à considérer. Voilà. Christelle, je te laisse la parole sur la suite. Je préfère... Bien sûr, oui, je t'en prie. Donc on essaye de rester sur un quart d'heure, si ça a un quart d'heure. Oui, c'est ça. Je vais abréger. Christelle Anglebert, je travaille chez EPA comme consultante en ingénierie circulaire. Je suis architecte de formation, originaire de Belgique, pour ceux qui auront reconnu l'accent. Ça, c'est Michael Brandgaard, la personne qui a fondé notre entreprise en 1987. C'est un chimiste, dans le passé activiste Greenpeace. Et avec sa phrase « Nature doesn't have a design problem, people do », il a vraiment mis le doigt sur le problème. La solution qu'on y apporte se trouve dans la conception. Et la vision de Michael Brandgaard, qui est aussi la nôtre, c'est un monde sans déchets, parce que les déchets vont être nutriments. Cradle to Cradle, je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas? Non? Donc, j'avance. Le projet que j'aimerais vous présenter se trouve à Düsseldorf, dans le port, en bord de Rhin. Il s'agit d'un immeuble de bureaux avec environ 7200 mètres carrés. C'est un programme assez classique avec en plus un espace gastronomie et un pôle de mobilité électrique. Un grand défi du projet était de le réaliser selon le principe Cradle to Cradle. Je vais vous expliquer par la suite de quoi il s'agit exactement. Comme son nom l'indique, le programme est déjà clair. Donc il s'agit de développer ce projet, qui est en cours maintenant depuis 2018, sur 3 piliers principaux. Nous avons le démontage, l'énergie régénérative et la qualité sanitaire ou toxicologique. Donc c'est autour de ces 3 axes qu'on va pouvoir développer le thème du réemploi dans le projet. À votre avis, donc quand vous voyez le projet ici, quel est le pourcentage de matériaux qui vont pouvoir être envoyés dans le cycle technique? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, je vous le révèle. Selon l'étude, on est à 97,7%. C'est assez énorme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui rend cela possible. Ici, je vous demande de jeter brièvement un coup d'œil sur la façade qui est modulaire, qui se répète tout autour du projet. C'est aussi un avantage au niveau de la conception. Les plans sont classiques et très fonctionnels. Ce qui est important, c'est de resituer le projet dans son contexte actuel, c'est-à-dire qu'on a une législation européenne qui vise la durabilité des matériaux et des produits de construction.
Au niveau national, nous avons une coalition qui est en train de mettre sur pied un passeport de circularité des matériaux sous forme numérique. Et ce passeport se retrouve à plusieurs échelles de la pyramide et chacun va y trouver son avantage, que ce soit les labels de durabilité, les différents acteurs du projet ou même les maîtres d'ouvrage ou les investisseurs qui vont aussi on top en tirer un avantage pécuniaire. Cradle to Cradle, ce sont 6 catégories. Donc, nous avons l'être humain et la santé, les matériaux et leur circularité, la diversité, l'eau, les énergies renouvelables et la qualité de l'air. Donc, ces différents principes ont été implémentés dans le projet. Un aspect très important était évidemment la réduction de CO2. Le bâtiment est de 39% plus performant par rapport à un bâtiment conventionnel. Les outils avec lesquels nous travaillons depuis la conception jusqu'à la réalisation sont importants. Au début, on a une vision qu'il va falloir concrétiser. Et à chaque étape où nous intervenons, nous allons traiter un des aspects du recyclage. Donc ça peut être, ou bien c'est au début l'adéquation des objectifs, le sens des mesures qui vont être proposées, le cadre d'action à déterminer, l'engagement de toutes les parties, les interfaces techniques, la qualité, la practicabilité, la plausibilité du démontage en bout de course, la vérification, etc. Donc c'est assez large. Tout en haut. Donc, oui. Le graphique coloré, c'est la matrice qu'on utilise en début de projet, dans laquelle on va inscrire différentes mesures qui vont être rejetées ou validées par les différents intervenants. À côté de ça, on a des outils qui sont plus techniques, orientés vers la CAD, qui permettent d'inscrire les propriétés des matériaux et des éléments de la construction. Donc, c'est une interface qui renvoie à une base de données assez complète. En plus, il y a des informations environnementales, des données sur le démontage, la séparation des matériaux, etc. Nous avons aussi une autre banque de données avec laquelle on travaille beaucoup, c'est le Building Material Scout. Il est plus axé sur les produits. Et ces produits peuvent être sélectionnés selon les labels visés. Donc, si on a des exigences cradle to cradle ou bien un label de durabilité pour les bâtiments, on peut filtrer ça. Une autre possibilité, c'est de présélectionner certains produits, d'en faire une liste dans laquelle tous les participants à la planification vont pouvoir aller puiser. Et par la suite, ça va nous servir d'outil de documentation. On peut, enfin, dans différents projets, cette liste sera aussi utilisée dans le futur comme base pour de nouveaux projets. Donc les produits ont été testés, validés, et les planificateurs vont travailler selon le même standard à ce niveau-là. Dans The Cradle, dès la conception, l'accent a été mis sur le démontage et la séparabilité des différentes couches. Donc c'est un bâtiment qui est très modulaire. Tout est emboîté ou vissé. Il n'y a pas d'éléments collés parce que le but en bout de course va être de pouvoir aller retirer ces matériaux facilement. Nous avons veillé à la non-toxicité des matériaux qui ont été employés. Nous avons veillé au recyclage de ces matériaux et un aspect important est aussi la traçabilité. Donc, d'où ils viennent et où ils iront en phase de recyclage. Au niveau de l'aménagement intérieur, c'est un espace qui est aussi modulaire, qui est flexible, qui peut réagir aux changements, aux différents scénarios. Ici, un petit aperçu. Donc, on voit qu'il
qu'il fait bon y vivre aussi. Le mur végétal contribue à la qualité de l'air ambiant, c'est très lumineux. J'imagine que c'est très agréable de travailler là-bas. De la planification à l'exécution, nos outils seront un peu différents. En général, on a déjà à disposition des détails des différents ingénieurs qu'on passe en revue. On y apporte des propositions d'amélioration ou de changement. Dans ces phases-là, en général, on a aussi une maquette BIM à disposition, ou bien au moins 3D. Ici, vous voyez, sur la partie droite, la maquette est en jaune, rouge et vert. Ça fait référence à différentes catégories. Donc, on va analyser d'un côté le CO2, d'un autre côté la toxicité, et un autre aspect, entre autres, sera aussi le démontage et la séparation des différentes couches. Donc, vert, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Jaune, ça va, mais c'est pas terrible. Il faudra optimiser. Et rouge, ce sont des éléments qu'il faut absolument revoir. À côté de ça, nous avons... ah oui. Ça, c'est intéressant. Une maquette à échelle réelle. Elle a été construite par l'entrepreneur en construction en bois. Pour lui, c'était intéressant de s'investir là-dedans parce que ça lui apporte une expertise sur le marché au niveau de cradle to cradle. Mais en plus, son souci, en fin de parcours, enfin, je veux dire, dans 50 ans, par exemple, c'est de réaccéder aux pièces qu'il a lui-même développées. Il programme en numérique, donc les informations sont déjà disponibles. Et dans une situation comme la nôtre où l'accès aux matières premières est difficile, il sera content dans quelques années de savoir où exactement ces pièces ont été insérées, quelle qualité elles ont et quel réemploi possible il peut en faire. Le Circularity Passport est un document pour nous qui est très important. D'abord, on a une information par rapport à la performance en réduction d'émissions carbone. Ensuite, on a des informations très précises sur le taux de démontage du bâtiment. Donc, ce sont les éléments, ce sont les différentes couches. L'aspect toxicité est aussi représenté. Je n'explique pas pourquoi maintenant, mais si vous avez des questions par la suite, j'y répondrai volontiers. Et ce document va évoluer avec le projet. Au début, il est générique. Et au fil du temps, il va s'affiner, les couches génériques vont être remplacées par des éléments très spécifiques et clairement définis. Et tout à la fin, enfin, même déjà en milieu de projet, on a la possibilité de relier ce document à la plateforme Madaster. Madaster est un cadastre digital pour les matériaux de la construction. Donc, c'est une carte d'identité très précise des matériaux qui ont été employés dans le bâtiment, avec toutes les informations possibles, que ce soit résistance des matériaux, on pourrait mettre l'acoustique aussi, les performances environnementales. Et l'aspect qui est vraiment très intéressant avec Madaster, c'est qu'il est relié à des bourses de matériaux de seconde main. Enfin, oui, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça nous donne aussi une valeur qui est réelle et crédible par rapport au tenté où nous nous trouvons. Et l'avantage de ça, je vais le montrer par la suite. Voilà, on y est. C'est que normalement, on se trouve dans le graphique de gauche. Donc, le temps passe, le bâtiment perd en valeur, le terrain garde plus ou moins la valeur qu'il a, ou bien il prend de la valeur
dans le meilleur des cas. Et si le démontage ou le recyclage a été conçu dès le début, en plus de l'enregistrement dans la plateforme Madasta, en fin de vie, on arrive à une valeur qui n'est pas nulle, mais qui peut être très importante dans certains cas, parce que les matériaux ont été documentés, le démontage a été planifié, et la valeur est déterminée. Donc, ils sont prêts à être rediffusés dans le réseau via ces bourses de matériaux ou bien différentes plateformes. Donc voilà, je pense que c'est une vision très intéressante et ça aide aussi dans la négociation des budgets parce que à l'avenir, déjà maintenant, de plus en plus d'instituts financiers vont prendre cette possibilité en considération. Donc si vous investissez dans la qualité, vous en tirez un avantage financier à un moment ou l'autre. Maintenant, le dernier point en vitesse, c'est urban mining. Je pense qu'en français, ça s'appelle minage urbain, c'est ça? Non? Oui. Enfin bon, j'ai pas eu le temps de trouver la traduction. Actuellement, c'est par là qu'on commence les projets parce que il y a aussi une demande du côté des maîtres d'ouvrage. Un bâtiment va être réalisé. Sur le site, on a un bâtiment existant qui doit être démoli. Et donc, dans une mission de urban mining, on répertorie les matériaux du bâtiment existant en vue de les réemployer dans le bâtiment à construire. Bon, actuellement, ça concerne beaucoup tout ce qui est minéral. S'il y a une grande quantité de béton, c'est quelque chose qui va nous être utile parce qu'on peut en tirer des agrégats pour le nouveau béton. On peut aussi exploiter les excavations si on travaille, par exemple, avec de la terre crue ou avec des techniques similaires. Ce qui a du sens, c'est de pousser le jeu plus loin, de récupérer des éléments de façade ou peut-être aussi des recouvrements de sol, etc. Et c'est ici que la boucle se ferme avec Madasta. Donc, avec Madasta, vous avez documenté tous les matériaux de votre bâtiment. La génération suivante, au lieu de faire urban mining, ou bien ce sera en quelque sorte de l'urban mining, mais beaucoup plus facile, elle va aller puiser ces informations dans Madasta et réinjecter tout ça dans le programme qui va suivre. Voilà, en gros, en vitesse. Merci beaucoup Christelle sur un temps court. Donc la traduction qu'on pourrait donner à urban mining, c'est cette notion de banque de matériaux. Hein. On peut l'applaudir. Ouais. Ça, on n'a pas applaudi Guillaume non plus, hein, donc on peut doublement applaudir. Mais donc c'est cette notion de banque de matériaux et donc là on est dans une application concrète de ça avec en toile de fond, vous le voyez bien, un enjeu qui est d'avoir accès en fait aux informations et aux données en fait des produits et des composants du bâtiment. Donc c'est cette idée de passeport circulaire ou de carte d'identité et c'est ça qui à un moment va permettre de travailler quand on va être sur la conception et la réalisation en fait plutôt sur des applications qui vont être de simuler les performances énergie, les performances carbone du projet, de préparer et de prévoir la démontabilité. Et puis quand on va arriver un peu plus loin dans la vie en œuvre du bâtiment et donc il va falloir à un moment le réhabiliter ou déconstruire ce bâtiment, qu'on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement en fait sur les phases de diagnostic et donc finalement qu'on aura fait un travail de préparation du réemploi, de la réutilisation et du recyclage en fonction de la voie de valorisation qui est visée. Bruno, je te passe la parole donc sur la présentation d'une solution développée par Knauf, donc sur l'isolant biosourcé. Bonjour à tous, Bruno Burger, société Knauf. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel isolant qu'on a mis sur le marché chez Knauf en début d'année 2022. Il s'appelle le Thermasoft Natura, qui est un isolant biosourcé et recyclé. Et l'objectif de ce retour d'expérience, c'était de vous montrer un peu le retour des poseurs, des premiers utilisateurs de cet isolant. Alors Knauf, on est principalement connu en Europe et sur d'autres continents pour la production de plaques de plâtre et la fabrication de plaques de plâtre. Mais en France, on est un des leaders de l'isolation, avec plusieurs sites de production de plusieurs types de matériaux, notamment du polystyrène expansé,
avec cette usine et 16 unités de recyclage. Donc on recycle le polystyrène expansé depuis de nombreuses années chez Knauf. Et on a monté un service qui s'appelle Knauf Circular. On vient récupérer le polystyrène expansé soit sur chantier, soit chez les négociants en matériaux, pour rentrer justement dans la circularité sur ce matériau qui a des performances techniques et économiques intéressantes pour le monde de la construction. On travaille aussi on a une unité de production en France de polyuréthane, de panneaux de polyuréthane, et une unité de fabrication de panneaux en laine de bois en Haute-Saône. Et donc, on est conscient des enjeux qui nous attendent, et donc on avait besoin dans nos gammes de matériaux d'intégrer des matériaux déjà qui soient plus flexibles par rapport aux différents isolants que je viens de vous présenter, mais aussi répondre à cette circularité et aussi avoir un contenu en matériaux biosourcés. Et donc on a travaillé avec nos équipes R&D sur ce besoin. Et donc, on a travaillé, on cherchait des matières premières végétales, on a cherché aussi des fibres végétales issues du recyclage, on a cherché des cultures qui soient renouvelables annuellement, on a cherché une fabrication locale, et donc toutes ces pierres, tous ces besoins nous ont amenés à développer le produit qui s'appelle Thermasoft Natura, qui est un produit qui est issu de trois matières végétales, du coton recyclé. Donc ce n'est pas de la fripe, ce sont des chutes de coton de l'industrie du textile. Donc l'industrie du textile génère des chutes et donc on défibre ce coton. Le deuxième matériau recyclé est le jute. Donc là, ce sont des fibres de jute qui sont issues du recyclage de sacs de denrées alimentaires, type riz ou café. Et on a additionné une troisième fibre, qui est la fibre de lin, qui est issue de cultures locales, notamment en Normandie et belge. Donc, chacune de ces trois fibres a des caractéristiques bien spécifiques qui nous ont permis de développer un matériau de construction qui répond aux attentes réglementaires dont on a besoin aujourd'hui en France pour être conforme aux différentes réglementations thermiques, incendies, mécaniques. Ce produit est fabriqué en France, donc, dans une usine qui est dans la région lyonnaise. Et donc nous le vendons dans les différents canaux de distribution que sont les négociants en matériaux ou les grandes surfaces de bâtiments de la GSB. Quand nous décidons de mettre un matériau sur le marché en tant qu'industriel, nous y attachons forcément des certifications par tierce partie pour montrer que les performances de ces matériaux sont bien là. Donc on a une certification ACERMI, donc le certificateur qui est le CSTB passe dans l'usine vérifier que la performance thermique annoncée, qui est un lambda de 38 milliwatts, est bien là. On a une densité, un produit qui est assez lourd pour un matériau biosourcé, c'est 40 kg du mètre cube. Et donc pour revenir à l'intervention tout à l'heure, un lambda qui est pas dans les meilleurs par rapport à du polystyrène expansé, mais qui est quand même déjà intéressant par rapport à d'autres matériaux biosourcés, une masse volumique qui est importante à 40 kg du mètre cube, ça va lui donner des bonnes propriétés en déphasage. On a fait nos premiers calculs de déphasage et on est sur des ordres de déphasage de l'ordre de 10 heures quand on utilise ce matériau en comble avec 200 mm en comble. Donc aussi, bien sûr, on a regardé la performance carbone, la performance CO2 de ce matériau. Aujourd'hui, on n'a pas encore de FDES parce que pour avoir une FDES, il faut à peu près 1 an de fabrication. On arrive à la première année de fabrication. Après, il faut passer devant un comité certificateur, un vérificateur, pardon. Et là, il y a un peu de temps d'attente pour arriver jusqu'à la base IGNES. Donc aujourd'hui, les valeurs que je vous indique ici, ce sont ce qu'on appelle les données environnementales par défaut, donc des données qu'on va retrouver sur la base IGNES. Et donc on aura au mois de mars, on espère avoir au mois de mars 2023 la fiche de données environnementales et sanitaires qui nous donnera la valeur réelle de notre produit. Pour l'instant, on travaille avec une valeur par défaut. Mais on voit qu'avec cette valeur par défaut, si on compare ça à des matériaux entre guillemets courants dans nos gammes, de la laine de verre, donc on part sur une résistance thermique autour de 3,10, donc 100 mm de produit. On a des bilans carbone en CO2 pour une laine de verre autour de 3,55, le polyuréthane à 14, un polystyrène classique qu'on va mettre en mur, on est à 4,3.
On a un polystyrène dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, qui est un polystyrène qui est fait non plus à partir de pétrole, mais à partir de ce qu'on appelle du mass balance, donc à partir de matériaux, de déchets de matériaux organiques. Et donc là, on est sur des performances en CO2 très très basses. Et le Thermasoft Natura, donc, qui est cet isolant biosourcé dont on parle aujourd'hui, qui serait autour de 2,3 kg de CO2 par mètre carré pour 100 mm d'isolant pour un R de 2,60. Donc on a nos indices carbone qui permettent de montrer qu'on améliore la performance en carbone avec ce type de produit. On a une gamme de produits qui va de 45 mm à 200 mm d'épaisseur pour des applications soit en cloison, soit en contre-cloison, soit en comble, soit en construction bois aussi, avec des épaisseurs là qui sont plutôt couramment entre 145 et 200 mm. Une largeur de panneau qui fait 600 mm classiquement et 580 mm dans la construction bois. C'est une dimension qui est souvent demandée en construction de bois, le 580. Et une hauteur de 1250, ce qui permet avec 2 panneaux de faire une hauteur de 2500 sans créer de chute. On a des avis techniques aussi pour démontrer la mise en œuvre, que la mise en œuvre elle est validée par une commission d'avis technique, donc par des experts, ce qui permet aux entreprises d'être assurables en France et donc d'avoir la garantie qui sont couverts par leur assurance. Donc ça, c'est vraiment très, très important aussi pour nos poseurs, pour nos applicateurs, d'avoir des produits sous avis technique, surtout dans ces matériaux un peu nouveaux quand même. Et enfin, le retour que je voulais vous faire aujourd'hui, donc ça fait un an qu'on commercialise ce produit. Il a des caractéristiques de mise en œuvre qui sont vraiment très très appréciées par les poseurs. Comme vous voyez, c'est un panneau, il est semi-rigide, il est léger, 40 kg du mètre cube, ça reste malgré tout un produit léger par rapport à d'autres matériaux de construction. Il est doux au toucher, ce qui est toujours agréable pour un poseur. Il est facile à découper, on peut utiliser des outils matériaux, des outils de découpe classiques qu'on appelle un couteau à laine, donc qui va être utilisé pour ce matériau, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les matériaux biosourcés. Il y en a qui sont un peu plus complexes à couper. Et il a un effet ressort, et cet effet ressort, on va le voir, il est vraiment très pratique pour rentrer dans des coins un peu inaccessibles d'un bâtiment ou d'ossature, ce qui permet d'avoir une isolation thermique totalement continue et ne pas avoir des vides d'air ou des ponts thermiques sur certains points de la paroi. Donc, comme il est semi-rigide, il est flexible, et donc ce qu'on préconise, c'est de prendre la côte réelle et de prendre, par rapport à la côte réelle, de mettre 2 cm de plus que la côte réelle, par exemple en plafond. Et donc, on va avoir un matériau qui va se comprimer un tout petit peu et qui va tenir. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est apprécié par les poseurs. Un autre atout, c'est cette découpe facile. Donc on peut soit utiliser le couteau à laine qu'on voit sur la photo de gauche, soit un outil électrique donc qui est une scie où les 2 lames bougent d'un côté de l'autre. Et c'est pas évident. Il y a certains produits aussi qui ont des difficultés parce que ça peluche, ça filoche. Et donc ce matériau, il est totalement adapté à la découpe aussi mécanique et électrique. Donc facilité de mise en place, comme il est flexible, il va pouvoir s'intégrer facilement, passer derrière les ossatures, venir entourer un appui intermédiaire en cloison, donc ce qui va aussi limiter la part de pont thermique. Si on avait un isolant qui serait trop rigide, on a toujours un peu d'espace d'air, de lame d'air, qui d'un point de vue thermique, bien sûr, n'est pas du tout recommandé, d'un point de vue incendie non plus. Donc c'est important que sa flexibilité permet de réduire vraiment drastiquement les ponts thermiques qu'on pourrait avoir accidentels sur chantier. Aussi, comme des isolants flexibles, toutes les jutes sont utilisables sur chantier. Il n'y a pas de souci. Donc, on génère très peu de déchets avec ce type de produit sur chantier. C'est un matériau qui ne génère pas de poussière à la découpe.
Donc le chantier reste propre. Donc les premiers retours de nos utilisateurs, c'est un produit qui est simple, plus simple que les produits rigides, il est facile à découper et il se découpe facilement avec des outils, comme on vient de le dire. Je crois qu'en plafond, il se tient bien, donc les poseurs ont vraiment apprécié. Et ils nous ont aussi fait part que quand ils avaient fini leur travail, ils avaient une sensation de bien-être et d'avoir fait un travail qui était... d'avoir procuré une sensation de bien-être pour les futurs occupants qui seraient là. Donc ils sont fiers de leur travail quand ils ont utilisé un produit de ce type-là, parce qu'il est agréable à poser et qu'on se sent bien. Voilà les premiers retours. J'ai fini ma présentation. Donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup à Bruno. On peut l'applaudir du coup comme on a pris l'habitude. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... que ce soit sur l'approche plutôt bâtiment circulaire en fait et préparer le réemploi recyclage, ou sur ces deux axes en fait d'intervention qui sont deux présentations plutôt de composants et de produits industriels. Peut-être pas une question technique. À force d'entendre parler de réutilisation des matériaux du bâtiment, enfin, etc., à qui appartient le bâtiment en final? J'ai entendu ce matin, voilà. C'est peut-être plus, pour... Question qu'on pourrait élargir du bâtiment aux composants du bâtiment et aux données qui vont avec. Mais idéalement, je peux répondre ? Bien sûr. Le fabricant reste propriétaire du matériau et l'utilisateur loue en quelque sorte le matériau. Donc ça, ce serait notre vision, parce que l'avantage est que le fabricant doit veiller à la qualité. S'il sait qu'il récupère le matériau par la suite, il fera un effort pour fournir quelque chose qui est dans son intérêt au bout du compte. Alors peut-être votre question est vraiment très intéressante, et en toile de fond autour de cette question, on voit bien que en fait ces modèles-là aujourd'hui sont pas nécessairement prédéfinis. On est au tout début de l'histoire en fait sur cette approche de banque de matériaux. On sait qu'à l'origine de ça, il y a quand même une donnée ou toute une partie de l'information. On parlait des passeports circulaires tout à l'heure, qui est une information qui vient plutôt des acteurs industriels en première intention. Sur lesquels peut-être l'intérêt que vont pouvoir trouver les acteurs industriels au fait de mettre à disposition un petit peu plus d'informations, où on peut parfois rentrer dans une approche aussi de secret et de confidentialité. Ça va être de pouvoir, quand on va être dans la vie en œuvre en fait de ces matériaux, de pouvoir les géocaliser en fait et accéder plus rapidement à des informations pour pouvoir peut-être les réintégrer en tant que matière première recyclée dans leur propre process. Donc ça, c'est effectivement une approche sur la donnée. Après, sur cette question qui est dans une logique demain de valorisation en fait des composants du bâtiment, c'est-à-dire où finalement on ne livre plus qu'une surface habitable ou un bâtiment lui-même, mais on a aussi en fait des composants qui ont une valeur sur le marché. Ces modèles-là aujourd'hui sont pas encore, il y a encore beaucoup de choses qui sont en train d'être travaillées et en train de se caler sur les modèles économiques et sur à qui appartient en fait à proprement parler ces éléments-là. L'accession à la propriété qu'on pousse, et après transmission à la génération d'après, etc. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est un gros travail à faire pour la société. C'est certain. Non. Si, mais comme dit, c'est un modèle qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, le modèle, c'est un industriel produit un matériau. Ce matériau, c'est l'installateur, le poseur, qui en devient le propriétaire. La chute, par exemple, la chute du matériau, la chute du matériau appartient au poseur. Donc à ce jour, c'est encore le poseur qui est propriétaire de la chute du matériau, qui doit en gérer la fin de vie, ce qui va changer au 1er janvier 2023 avec la responsabilité élargie des producteurs, où maintenant la chute des matériaux va incomber aux producteurs des matériaux. Donc c'est eux qui vont être de nouveau propriétaires et qui devront gérer la fin de vie des matériaux de construction à partir du début de l'année 2023. Donc là, on rentre, mais c'est un mécanisme pour mieux gérer la fin de vie des matériaux de construction, donc, qui existe dans plein d'autres économies, dans plein d'autres modèles, dans les déchets électriques. Donc ça arrive dans le monde du bâtiment aussi. Et donc cette question aujourd'hui, elle est pas du tout, elle est peu abordée ou pas abordée.
Ouais. C'est vraiment toute la logique en fait du passage d'une économie en fait et d'un fonctionnement qui est linéaire à une approche qui est circulaire. Donc cette question-là, elle pose aussi des questions en termes d'assurabilité. On voit bien parce qu'aujourd'hui, celui qui est en première intention dans la démarche d'assurabilité va prendre des garanties sur le produit en fait qui est fabriqué, c'est l'industriel. Dans une approche demain de réemploi de ces matériaux-là, on peut se poser la question de est-ce que l'industriel intervient et si oui, comment. Mais dans l'approche d'assurabilité, aujourd'hui, il n'intervient pas. Donc ça pose des questions aussi, en fait, pour aller si on fait le lien avec le sujet du réemploi et donc cette notion d'élargissement du sujet du réemploi et de rendre le réemploi accessible également en fait sur du logement collectif ou sur d'autres typologies de volume et de quantité, ça a des incidences et ça pose aussi ces questions sur l'assurabilité. Ça sera en France plus compliqué parce qu'on a cette relation à la propriété et à la transmission du bâtiment qui n'existe pas forcément partout dans le monde, même occidental. Et donc en France, on ira moins vite sur ces sujets, principalement par le blocage psychologique de « c'est ma maison ». C'est ça que je voulais... Comment abattre ça, quoi. Il faut pas être stressé, hein, parce qu'il y a un discours en France qui dit il devait être propriétaire. Le propriétaire, ça veut dire propriétaire et ça doit durer plus de 80 ans. Parce qu'on doit pouvoir le transmettre à la génération. Après, là, le discours qui en parle de ça, c'est plus ça. Clairement, c'est vrai qu'en tout cas, on passe d'une approche de la propriété d'un bien à une approche où la propriété, en fait, elle peut être divisée de plein de manières différentes. Sur les composants, sur les services qui sont associés, sur la surface habitable en elle-même. Donc, le modèle, effectivement, est clairement complètement changé. Mais compte tenu des enjeux qu'il y a sur les années qui arrivent sur la rénovation et sur, effectivement, cette évolution, on voit bien que ce sujet-là, c'est un sujet de changement. Comme je pense que vous l'avez vu en fait sur toutes les interventions qui sont sur le colloque, on est dans des sujets d'accélération, de concrétisation au-delà de l'accélération, et on est sur des sujets effectivement en fait qui demandent des profonds changements. Voilà. Pour aller à... C'est ça pour les voitures aussi. Depuis de plus en plus, en fin de compte, on n'achète plus les voitures, on dit beaucoup de personnalités, de plus en plus de personnalités, on met à disposition ces voitures. Elles sont ensuite, comme on disait précédemment, démantelées et réutilisées. Pensez à ça il y a encore 20 ans. Tout le monde achetait sa voiture, il y a de moins en moins de personnes qui les Mais ça dépend des marchés aussi. Donc moi, je suis du côté de Stuttgart sur le marché allemand. Là, vous avez des fabricants comme Schüco qui construit des façades. Schüco a un système de récupération. Ils ont déjà mis ça en place. Ils connaissent leur qualité, ça les intéresse de récupérer leurs matériaux. Donc maintenant, vous pouvez planifier une façade dont vous savez qu'elle sera récupérée par la suite. Dans les immeubles de bureaux, il y a aussi Lindner, je ne sais pas si c'est connu en France. Ils se sont aussi organisés pour pouvoir récupérer leurs matériaux par la suite. Ce n'est pas proposé pour tous les systèmes, mais il y a au moins 1 ou 2 systèmes certifiés qui ont cette option-là. Donc ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Eh bien, écoutez, si c'est effectivement pas le cas, on est pile dans le timing. Donc, merci encore à nos 3 intervenants. Merci à tous et bonne suite de colloque. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.